Oui, c'est moi, Mathéo. Oui. Oui, le premier opus a plutôt été bien apprécié, ouais, c'est vrai. Quoi? Vous voulez que je recommence un nouvel opus si je comprends bien? Oh non, sérieux, là, vous êtes chiant, j'ai fait votre truc là comme vous m'aviez demandé. Mhm. Non, 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 d'accord, d'accord. D'accord, oui, je vais le faire. Ouais, au revoir, au revoir. Salut à tous les goubeurs d'infos, moi c'est Mathéo. Merci de regarder ce deuxième opus des 13 infos de Mathéo. Il semblerait que vous avez bien aimé le premier opus et donc c'est avec grand plaisir que j'ai décidé de recommencer. 13 infos chaque 13 du mois, aujourd'hui on est le 13 septembre. Allez vas-y Jean-Charles, balance l'intro. Merci Jean-Charles. Le mois de septembre est le mois le plus emmerdant dans la vie d'un enfant. Oui, je le dis. Depuis que ce sacré Gugus de Charlemagne nous a instauré à l'école, la vie des Français a basculé. Mais tiens, et si on parlait de ce Charlot? Le saviez-vous? 9 Français sur 10 descendent de Charlemagne. Non, c'est pas une blague, du moins mathématiquement. Il s'agit en fait d'une estimation basée sur un simple calcul d'arithmétique. Combien pensez-vous avoir d'ancêtres ayant vécu à l'époque de Charlemagne à votre avis? Faisons le calcul. Vous avez 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, et ainsi de suite, toujours en suivant les puissances de 2. En moyenne, on doit compter environ 40 générations pour remonter jusqu'à l'époque de Charlemagne, autour de l'an 800. On calculera donc 2 puissance 40. Ce qui nous amène à un nombre incroyable. Vous auriez environ 1000 milliards d'ancêtres contemporains de l'empereur. Évidemment que c'est pas possible, puisque la population de Gugus humains sur Terre s'élevait à environ 220 millions seulement en l'an 800. Mais en fait, vous n'avez pas 1000 milliards d'ancêtres différents. Vos aïeux se sont unis avec des cousins parfois très éloignés, ce qui rétrécirait le nombre de vos ancêtres. En effet, la population française de l'époque s'élevait à 8 millions environ. C'est ce qui invite les statisticiens à penser que chaque Français d'aujourd'hui descende de chacun des Français de l'an 800, ayant eu une descendance jusqu'à nos jours. La majorité des Français descendent donc certainement de Charlemagne. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les habitants de Paris, comme ceux des autres villes, jetaient leurs déchets tels quels dans la rue, ce qui évidemment allait à l'encontre des règles d'hygiène et favorisait la prolifération de maladies tout en encombrant les voies publiques. En 1884, le préfet de Paris prend un arrêté obligeant les Parisiens à utiliser un récipient de bois garni de fer blanc pour y recueillir les ordures ménagères afin de faciliter leur ramassage. Le nom de ce préfet? Eugène René Poubelle. Son nom de famille viendra vite désigner le récipient dédié au ramassage des déchets et le mot poubelle passera finalement dans le langage courant. Vous avez bien entendu, la poubelle tient son nom d'un préfet de Paris. La fête nationale française a lieu le 14 juillet, vous le savez probablement. Mais pourquoi cette date? Si vous alliez répondre la prise de la Bastille, eh bien ce n'est pas tout à fait cela. Certes, la prise de la Bastille a bien eu lieu le 14 juillet 1789. Mais ce n'est pas la prise de la Bastille qui est fêtée en France chaque année. C'est un tout petit peu plus subtil. La fête nationale française commémore la fête de la Fédération. Celle-ci eut lieu le 14 juillet 1790, premier anniversaire de la prise de la Bastille, à l'initiative de Lafayette, pour fêter les fédérés des gardes nationales de France. Elle se voulait un événement de réconciliation et d'unité des Français. Dans le département de la Meuse, il existe 6 communes très spéciales puisqu'elles sont inhabitées. Mais encore plus impressionnant, elles ont tout de même un maire et un conseil municipal. Ce maire n'est bien sûr pas élu, mais nommé par le préfet de la Meuse. En effet, ces 6 villages ont le statut de commune morte pour la France, pour avoir été détruits durant la bataille de Verdun en 1916, durant la Première Guerre mondiale. Ils existent donc toujours administrativement. La technologie ingénieuse Bluetooth permet de connecter des appareils électroniques sans utiliser de fil, grâce à des ondes radio. Bluetooth en anglais, ça veut dire dent bleue. Bah alors, what is the rapport? Le nom fut choisi en référence au roi danois Harald Blattand, qu'on appelle Harold Bluetooth en anglais,
qui unifia au milieu du Xe siècle différentes régions de Norvège, Suède et Danemark, de même que la technologie Bluetooth est censée relier entre eux des appareils électroniques. La signification précise du surnom du roi Harald n'est pas déterminée, mais Blatand désignait probablement dent de gourmand, ou une couleur mate en danois ancien. D'ailleurs, si on prend les initiales du nom du roi, c'est-à-dire H et B, qu'on les écrit avec l'alphabet danois ancien, et qu'on les assemble, ça donne ça. Un peu de couleur et tatin, voilà, c'est pas mal, non? Si votre contrat bancaire vous y autorise, vous avez le droit d'établir un chèque sur une feuille de papier libre. Il y a quelques règles à respecter, évidemment. Des mentions que l'on trouve habituellement sur un chèque imprimé doivent obligatoirement y figurer, comme la somme en chiffres et en lettres, le nom de la banque, le nom du bénéficiaire et quelques autres. Pour l'anecdote, certains se sont amusés à faire des chèques sur du papier toilette. Par contre, évitez de rédiger un chèque sur une planchette de bois, là ça risque de mal passer lors du traitement. Cette info va plaire à nos amis les Parisiens. La tour Eiffel bouge. Bah oui, avec une hauteur de 324 mètres, il n'est pas étonnant que la tour Eiffel s'incline. Bon, c'est pas autant que dans la pub de Perrier. N'empêche que face au vent, on a recensé jusqu'à 13 cm d'amplitude pendant la tempête de 1999. Lors des fortes chaleurs, la dilatation du métal fait également bouger le monument avec un record d'inclinaison de 18 cm en 1976. Mais l'ingénieur Gustave Eiffel avait cependant prévu qu'elle puisse supporter une amplitude d'oscillation allant jusqu'à 70 cm. En 1933, dès son arrivée au pouvoir, Hitler annonce vouloir démocratiser l'automobile. Il signe un contrat avec l'ingénieur Ferdinand Porsche, alors célèbre pour ses voitures de course, et lui demande de réaliser une voiture populaire qui sera financée par l'État. Pour produire cette voiture, Hitler crée en 1938 une nouvelle marque automobile, Volkswagen, qui signifie voiture du peuple en allemand. La première Volkswagen est produite la même année. En France, la voiture allemande est surnommée la coccinelle, en raison de ses formes très rondes. Avec une simple et unique lettre, la commune de France au nom le plus court est I, dans le département de la Somme. Les habitants de I sont les Upsiloniens et les Upsiloniennes. Ouais, parce que le Y vient de la lettre majuscule grecque ancienne, Upsilon. Et l'humour ne s'arrête pas là. En effet, la ville française au nom le plus court a été jumelée avec la ville britannique au nom le plus long, c'est-à-dire... C'est COP de Galles. Vous aviez certainement remarqué qu'il y a plusieurs façons possibles de nommer une personne qui voyage dans l'espace. Des fois on l'appelle l'astronaute, des fois on l'appelle le cosmonaute, et parfois le spationaute. Oui, ça veut dire la même chose. Sauf que le cosmonaute est envoyé dans l'espace par la Russie. L'astronaute fait partie d'une mission américaine. Quant au spationaute, il semble que le terme ait été inventé par les Français pour justifier une autonomie lors de leur première mission spatiale. À ce moment-là, c'est la fête, hein. On invente un nom pour désigner les voyageurs de l'espace de son pays, pour montrer son indépendance. Bah ouais, depuis peu les Chinois appellent leurs missionnaires les taïkonautes, taïkong signifiant le cosmos chez eux. Au XVIIIe siècle, nous avons emprunté aux Anglais le mot humour, avec le sens d'une forme d'esprit d'ironie, à la fois plaisante et sérieuse. C'est un juste retour à l'envoyeur, puisque l'humour anglais a tout logiquement pour étymologie l'humeur française. Ce dernier mot, du latin humor, l'eau, le fluide, désignait initialement les liquides présents dans les organismes vivants, genre le sang, la salive, etc. Puis ensuite, un état de caractère ou de tempérament d'une personne. Bah ouais. Avant, on pensait que les variations de l'humeur étaient dues au fluide corporel. Le Coca-Cola, la boisson gazeuse mondialement connue, a pour origine une boisson corse. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Le Coca-Cola s'inspire d'une boisson alcoolisée additionnée notamment de feuilles de coca et de noix de cola. Elle était présentée comme médicament, mise au point par un pharmacien américain, John Pemberton. Mais la recette de Pemberton s'inspirait à son tour du vin Mariani. Le vin Mariani est un mélange de vin de Bordeaux et de feuilles de coca, inventé en 1863 par un chimiste français d'origine corse, Angelo Mariani. C'est donc une vérité. En 1885, Pemberton fut contraint de développer une version sans alcool de sa boisson. Un an plus tard, il s'associe avec Frank Robinson, un comptable ambitieux, et ouvre la Coca-Cola Company. La boisson fut alors commercialisée. Adolphe Dassler était le fils d'un savetier bavarois spécialisé dans la pantoufle. Dans les années 1920, il réalise ses premières chaussures de sport à partir de surplus de cuir de l'armée allemande. Son frère Rudolf et lui gèrent l'entreprise familiale.
Mais il semble que les deux frères aient fini par ne plus pouvoir travailler ensemble et se séparent après la Seconde Guerre mondiale. Adolf Dassler était surnommé Adi depuis son enfance. Il utilisa les premières syllabes de ses prénoms et noms pour nommer sa nouvelle entreprise, Adidas. Quant à Rudolf, il fondera une autre grande marque de chaussures de sport, Puma. Bref, ils vécurent heureux et eurent 300 enfants. C'est la fin des 13 infos de Mater. Oh. Merci d'avoir regardé ce deuxième opus, j'espère qu'il vous a plu. Votre mission maintenant, c'est de s'abonner à la chaîne du Studio Mater, victimiser le pouce bleu, martyriser votre clavier dans la rubrique des commentaires. Ce n'est que le début de la saison et j'apprécie tous les avis que vous pouvez me donner pour améliorer les 13 infos. Un grand merci aux plus de 300 abonnés, pour s'être abonné. Pour fêter ça, une ch'tikoda. Olé! Sur ce, je vous retrouve le 13 octobre pour 13 nouvelles infos de Mater. A plus les gobeurs d'infos.